Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Didier Sicard. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris et ancien président du Comité consultatif national d'éthique. Je suis particulièrement content de vous recevoir ce matin avec une première information au sujet du vaccin. C'est la une du Parisien, mais en réalité, c'est la une de la plupart de nos journaux ce matin. Un vaccin qui serait efficace à 90% contre le Covid-19. Qu'est-ce que ça vous inspire, Didier Sicard ? C'est une très très grande nouvelle, à plusieurs titres. La première nouvelle, c'est que c'est la première fois qu'un vaccin dit ARN, messager à ARN, est efficace dans l'histoire des vaccins. Donc c'est une première, c'est une véritable avancée médicale. La deuxième, c'est que ça va très vite et que Pfizer a réussi à faire un essai vaccinal contre le placebo en quelques semaines. C'est très impressionnant. Parce qu'il y a d'autres vaccins qui sont sur le starting blocks à ARN, mais qui sont à un stade encore, sinon très expérimental, mais qui n'ont pas encore commencé l'expérimentation humaine. La troisième information, c'est que probablement, si ces résultats se confirment, mais ils ont besoin encore d'être confirmés, à mon avis, pendant quand même quelques semaines, il est possible que les personnes, en particulier les personnes milieu médical les plus exposées, soient vaccinées au début de l'année 2021. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que on peut protéger ainsi ceux qui vont être les plus exposés. Il y a dans cette nouvelle très impressionnante et stupéfiante tout de même un sentiment qu'il ne faut pas non plus considérer que le problème est réglé. Il n'est pas réglé parce que c'est un vaccin fragile qui doit être gardé à moins 80 degrés. Alors, ce n'est pas dans un frigidaire, dans une cuisine, qu'on va pouvoir garder le vaccin. Donc, c'est un vaccin qui va être uniquement délivré à l'hôpital. Donc, on sera mal imaginé, d'abord qu'il y aura des tas de pays qui ne pourront pas forcément garder le vaccin à moins 80. Et vous imaginez les files de personnes dans l'hôpital attendant d'être vaccinées. Donc, je crois que il va falloir attendre d'abord d'autres projets vaccinaux. Au fond, quelle est la spécificité d'un vaccin ARN ? C'est un vaccin qui court-circuite les vaccins habituels dits à ADN, qui ont besoin de passer par le noyau. Le noyau fabrique une protéine qui va, elle, stimuler les défenses immunitaires. Le vaccin ARN, lui, va directement dans le cytoplasme des cellules et il va aller beaucoup plus vite. Il va prendre un chemin beaucoup plus étroit et beaucoup plus rapide pour créer une réponse vaccinale. Donc, en même temps, c'est un vaccin extrêmement nouveau, très efficace, mais très fragile. Et cette fragilité fait que ce n'est pas comme les autres vaccins, donc on va avoir besoin de temps. Et ce serait une folie de dire le problème est réglé, maintenant sautons de joie, débarrassons-nous des masques. À mon avis, l'année 2021 sera encore une année de prévention et de protection absolument nécessaire. Alors, juste pour que l'on comprenne bien, professeur, il s'agit donc d'un vaccin qui obéit à une technologie complètement nouvelle. Est-ce que ça n'est pas risqué ? Comme toute technologie nouvelle, actuellement, il semble que, d'après les informations que j'ai lues, qu'il ait été bien supporté. Alors, on peut faire l'hypothèse, éventuellement, que tout vaccin peut avoir un comportement de stimulation excessive du système immunitaire et que sur certaines personnes qui seraient déjà fragilisées avec un système immunitaire prêt à démarrer, qu'il puisse y avoir des conséquences graves. On ne peut pas... Je n'en sais absolument rien, mais... au fond, d'où la nécessité quand même de la prudence, parce qu'on ne peut pas quand même passer de 40 000 essais, 20 000 placebos et 20 000 vaccinés à 1 milliard ou 2 milliards ça serait absolument absurde. Je crois qu'il faut prendre son temps. Au fond, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Et cette première nouvelle est très importante parce qu'il n'y avait pas de vaccin contre les coronavirus. Donc, je pense que c'est un espoir gigantesque. Mais un espoir qui doit être tempéré. Ça serait totalement absurde de dire « ça y est, on a trouvé la solution, on passe à autre chose, le coronavirus, c'était l'année 2020, et maintenant,
joyeusement, on va fêter ça. Le risque existe-t-il qu'on soit déçu? Je veux dire très déçu parce qu'il y a eu énormément de médicaments qu'on a présentés comme étant des médicaments miracles. Non, je ne crois pas du tout que ça n'aura rien à voir avec la fameuse aventure de l'hydroxychloroquine. Oh, c'est pas uniquement à cela, il y en a eu d'autres aussi. Non, mais il y a eu des essais contre une maladie, la dengue par exemple, a été très prometteur, et puis ça a été un échec retentissant. Les enfants en particulier ont mal supporté. Mais là, il semble bien que quand même ce chiffre de 90% soit presque un peu inattendu. Et au fond, c'est la première fois qu'on arrive à mettre en évidence une bonne réponse immunitaire chez les sujets vaccinés et qui entraîne une protection et qui semble, moi je n'ai pas lu le protocole lui-même, bien toléré. Le fait qu'il faille conserver ce vaccin à moins 80 degrés, est-ce que ça veut dire que les problèmes logistiques peuvent... Énorme, gigantesque. Parce qu'on peut imaginer que ça ne pourra être fait que dans un milieu hospitalier, dans un milieu, même pas n'importe quel hôpital. Il faudra des cuves à moins 80. Donc avec une vaccination qui va être réduite, ça ne sera pas comme on ne pourra pas faire 40 vaccins comme ça dans une salle à toute vitesse. Donc la population ne va pas être vaccinée. D'où je pense que pour ce premier vaccin, il y en aura d'autres, il y a plein de projets. Je crois que la prudence, c'est il faut continuer de se protéger, mais on a une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe à moins 80 qui ne se passe pas, je ne sais pas, moi, à moins 20 degrés c'est la dans conservation, c'est si vous voulez, le filament d'ARN qui va créer la réponse vaccinale est extrêmement fragile, extrêmement fragile. C'est une protéine qui est déjà en bout de chaîne et au fond, on se saisit d'un moment. Au fond, dans la vie, on passe de l'ADN à l'ARN. L'ADN est dans le noyau et il va former un ARN. Là, on court-circuite. Donc, on court-circuite, c'est très bien, mais on fragilise. Donc, moi, je crois que la logistique vaccinale va poser des questions majeures. Il y a différentes inconnues au sujet de ce vaccin, professeur Sicard. Il y a notamment le fait qu'on ne sait pas combien de temps il conférerait une immunité. Probablement, si la réponse... oui, on ne sait même pas encore très très bien combien de temps l'immunité naturelle demeure. Il y a d'ailleurs des phénomènes très étranges. Il y a des personnes qui ont été infectées qui continuent à avoir un peu de virus, qui n'arrivent pas à déclencher le système immunitaire. D'autres ont une réponse immunitaire très forte. Dans l'histoire des infections, dans l'ensemble, on imagine quand même une immunité qui durera plusieurs mois, voire plusieurs années, qui quand même sera suffisante pour bloquer l'épidémie. Puisque vous parlez de charge virale, professeur Sicard, vous avez exprimé une forme de critique à l'égard de cette politique qui vise à tester en masse et à annoncer des chiffres de personnes contaminées, parce que pour vous, ce chiffre est par trop imprécis. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'on confond tout. On confond les cracheurs de feu, c'est-à-dire ceux qui sont bourrés de virus et qui contaminent tout le monde, et puis ceux qui ont quelques particules virales résiduelles. Et que les résultats, quand on fait une PCR, la PCR c'est quoi? La PCR c'est qu'on met le petit écouvillon du nez dans une machine qui va amplifier plusieurs fois la présence du virus pour obtenir à un moment donné une fluorescence. C'est-à-dire que la machine découvre le virus. Et effectivement, plus l'amplification est faible et plus la lumière s'allume dans le fluorescent, ça veut dire que le malade, il est bourré de virus. S'il faut attendre le double du temps, ça veut dire qu'il y a très très peu de virus. Or, cette notion, elle est présente dès qu'on fait cet examen. Quand la machine vous répond avec un chiffre à 20, vous êtes très porteur de virus. Quand elle commence à s'allumer seulement à 33 ou à 35, vous êtes très peu porteur de virus. Or, c'est fondamental sur le plan de la contamination. Parce que si vous êtes bourré de virus, il faut vous isoler. Réellement, si vous êtes à 32 ou 33, peut-être que c'est encore quelques fragments résiduels. Et on s'est aperçu même qu'ils n'étaient pas forcément contaminants. Quand on les met en culture, ça ne pousse pas. Donc, c'est une donnée absolument fondamentale et qui pourrait retentir d'ailleurs sur les tests rapides. Parce que les tests rapides, c'est vrai qu'ils sont moins sensibles que la PCR. Mais quand vous avez un test rapide en 1 minute
et que vous êtes un cracheur de feu, eh bien à ce moment-là, vous êtes quelqu'un que la personne elle-même, elle prend conscience de la nécessité de son isolement. Et donc, à partir du moment où on peut avoir des examens en 1 minute, quand on va dans un EHPAD, quand on va dans une réunion, on pourrait imaginer qu'on pourrait avoir des réponses extrêmement utiles pour arrêter cette épidémie. Au fond, le côté positif ou négatif, à mon avis, n'a pas beaucoup de sens. Et que entre quelqu'un qui est très contaminant et quelqu'un qui est peu contaminant, la différence, elle est gigantesque. Et que si on veut arrêter une épidémie, et ce chiffre, il ne faut pas faire un examen complémentaire, il est disponible. Mais les laboratoires disent, oui, enfin, comprenez, il faut le mettre. Et ils ont tendance à faire des groupes de 100 personnes. Alors, ils mélangent les forts et les faibles. Alors que véritablement, si on avait la disponibilité de ces chiffres, les gens auraient conscience qu'ils sont vraiment porteurs d'un grand nombre d'unités virales et d'autres, sans les rassurer, mais qui sont peut-être vraiment, au bout du 8e, 10e jour, qu'ils ont peut-être été infectés, mais qu'ils ne le sont plus. Ça veut dire que tester, finalement, c'est un verbe qui est trop imprécis. Totalement imprécis. Et si vous voulez, le désordre du test aboutit à ce que non seulement on mélange tout, mais on finit par, d'abord avec des retards absolument ahurissants, parce qu'au 3e ou 4e jour, quand vous avez un résultat, vous avez eu le temps de contaminer 50 personnes. Donc, au fond, moi, je crois que si on utilisait les TROD, c'est-à-dire les tests rapides qui vous donnent en 1 minute, comme un test de grossesse, un test de grossesse, évidemment, on est enceinte ou on n'est pas enceinte. Là, le test vous dit que vous êtes positif. C'est-à-dire que si vous êtes positif, vous êtes forcément très, très, très contaminant. Si vous êtes négatif, ça ne veut pas dire pour ça que vous n'avez pas un peu de virus. À ce moment-là, on pourrait faire une PCR. Et puis, on a le temps. On n'est plus dans l'urgence. Alors que le TROD vous permet, au fond, de vous isoler, de protéger les autres. Je trouve qu'on tarde, si vous voulez, à utiliser les moyens biologiques validés au nom de « oui, mais les TROD sont moins spécifiques ». Comme si on ne voulait pas rater quelqu'un qui était porteur d'un peu de virus, et quand malheureusement on rate à cause de ça ceux qui sont véritablement bourrés de virus. L'inflation des chiffres de contamination. Alors je ne sais pas si justement votre critique, elle ne s'applique pas aussi à cette manière de compter les cas, puisque c'est ce que vous évoquez. Est-ce qu'elle témoigne, est-ce qu'elle révèle, professeur Sicard, une mauvaise politique sanitaire, une politique sanitaire inadaptée, aussi bien en France qu'ailleurs d'ailleurs ? Moi, je ne suis pas un juge, mais je dis simplement c'est qu'il faudrait quelquefois utiliser tout ce qu'on a comme connaissance. En particulier, il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup. Au mois de mars, on avait quelques chiffres sur la présence d'unités virales dans les eaux usées, et qui montraient d'ailleurs des évolutions qui précédaient de quelques jours la contamination et qui étaient l'expression de la présence du virus dans les selles. Bon, chacun n'a pas de virus dans les selles, mais à peu près, on imagine peut-être une personne sur deux. Et donc, si on avait ce chiffre quotidien qui est d'une précision, évidemment, à l'échelle globale, et qui permet de savoir quelques jours avant, est-ce que l'épidémie s'arrête, est-ce qu'elle stagne, est-ce qu'elle augmente ? Et on a une précision avec un laboratoire du service des eaux à Paris remarquable, des scientifiques, un équipement. Et brutalement, cette information a disparu des radars. Parce que comme si on allait affoler les gens en disant que dans les eaux usées, il y a beaucoup de virus. Ce n'est pas parce qu'on met un petit peu d'eau dans les égouts ou dans la rue qu'on va contaminer les gens. Et au fond, cette espèce d'incapacité à rendre les citoyens autonomes dans leur compréhension. On les prend toujours pour des gens un petit peu débiles, qui ne comprennent rien. Et donc, il faut les assommer avec des morts, en particulier à l'hôpital, en réanimation, faire une espèce d'affolement en disant les gens vont faire de la prévention parce qu'ils vont être affolés par les morts. Les morts, évidemment, ils existent, ils sont dramatiques, mais ils ne sont pas forcément très fréquents, même avec l'augmentation. Et je crois qu'on devrait avoir une capacité beaucoup plus mature, d'abord d'utiliser les moyens diagnostiques et en même temps d'informer les gens sur l'évolution, mais de façon beaucoup plus scientifique. Et je pense que les eaux usées sont un marqueur d'une extraordinaire utilité. Professeur Sicard, est-ce que vous comprenez le nombre important
de personnes contaminées, alors même que l'on a aujourd'hui demandé aux personnes de porter des masques, les gestes barrières sont beaucoup mieux connus qu'au début. Bref, on a l'impression que quelque chose patine. Oui, moi je crois que ça me paraît, ça me paraît assez simple. C'est-à-dire que, au fond, les gens sont habitués à porter des masques. Dans toutes les situations, nous avons un masque aujourd'hui. Absolument. Sauf que quand les gens marchent dans la rue, ils rencontrent un ami. Première chose qu'ils font, c'est retirer le masque pour parler. Ou leur fumer une cigarette, et ils envoient la fumée de cigarette qui est porteuse de virus dans le nez de l'autre. Ou bien alors de se promener avec la bouche et pas le nez. Donc le masque est porté là où ça ne sert pas à grand-chose, et c'est pas porté au moment où ça devrait être fondamental. Particulier, j'étais frappé dans les bars. Sous prétexte qu'on rentrait dans un bar, hop, on retirait son masque. On peut rentrer dans un bar avec le masque, boire un café, on remet le masque, et il n'y aurait pas eu cette espèce d'explosion. Au fond, la gestion du masque, c'est pas « Ah, il faut que je sois un bon citoyen, oh là là, c'est vraiment embêtant », c'est comprendre que le masque, c'est la protection de soi, protection des autres, mais ça doit être un geste intelligent. On ne retire pas le masque parce qu'on est en train de discuter avec quelques amis ensemble sur un banc, et ou bien on va, parce qu'on a un plat dans la main ou un verre d'eau, on retire le masque. Au moment où on mange ou on boit, on retire le masque, mais la plupart du temps, c'est pas parce qu'il y a le moment du repas qu'on doit retirer le masque. Professeur Didier Sicard, vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris, ancien président du Comité consultatif national d'éthique. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous allez nous donner votre point de vue sur cette pandémie d'origine animale. On a évoqué une possible mutation du virus avec les visons. On va en parler dans une vingtaine de minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité Didier Sicard, professeur émérite à l'Université de Paris, ancien président du Comité consultatif national d'éthique. On a évoqué dans l'actualité, professeur Sicard, la manière dont les différents pays cherchent à combattre le coronavirus. L'une des pistes qui est évoquée, il faut évidemment mettre cela au conditionnel, c'est la possibilité de demander aux personnes vulnérables de se protéger particulièrement, un confinement des personnes vulnérables, quelque chose donc sur la base du volontariat ou bien quelque chose qui serait imposé. Vous qui avez été donc président du Comité consultatif national d'éthique, qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'il faut prendre le problème à l'envers. Il ne faut pas incarcérer les personnes vulnérables, il faut les protéger. Et il faut venir à leur rencontre. Les personnes vulnérables, c'est très large. Ce sont les personnes les plus pauvres qui vivent un groupe de 10 personnes dans 40 mètres carrés. Ce sont les personnes en situation de handicap physique, voire mental, qui n'ont plus d'aide parce que les personnes ne veulent plus être disponibles. Ça peut être les sans-papiers, ça peut être un nombre considérable de personnes. Et venir en aide à ces personnes, ce n'est pas uniquement de la solidarité compassionnelle, tous gentils, c'est une protection de la société. C'est-à-dire comment faire pour aider ces personnes. Et je pense qu'on pourrait très très bien, comme on le fait en Allemagne, aller à leur rencontre. Non pas attendre qu'une personne en situation de pauvreté demande un test, mais aller lui proposer à domicile et éventuellement, si elle est dans une situation où ils sont enfermés, un petit groupe sans possibilité de se séparer, faire des tests rapides et leur proposer dans les hôtels vides actuellement, pendant quelques mois, une mise à l'abri de ces personnes. Ce n'est pas les incarcérer, c'est de leur promettre une façon de vivre un peu différente et plus généreuse pendant le temps de l'épidémie. Et au fond, ça protège tout le monde. Donc, au fond, le paradoxe, c'est que la générosité, dans ce domaine, elle est utilitariste. Elle rend service à tout le monde. Elle rend service à ces personnes. Je trouve que on oublie, dans une épidémie, c'est un sauve qui peut, et que les personnes qui restent sans défense, on considère qu'elles n'ont qu'à se débrouiller. Et je pense que la priorité paradoxale, c'est les personnes les plus vulnérables ont droit non pas à l'incarcération ou à l'enfermement,
mais elles ont droit à une aide de protection. Alors là, vous évoquez les personnes qui, sur le plan économique notamment, ont des difficultés à respecter les gestes barrières pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont des facteurs de comorbidité. Qu'est-ce que l'on peut je imaginer? crois que, écoutez, on est quand même à un moment, au bout de quelques mois, où les gens ont compris que c'est une maladie grave pour les personnes âgées, porteuses éventuellement de comorbidité. C'est à elles, tout de même, de comprendre que si elles ne se protègent pas, si elles ne prennent pas des mesures vis-à-vis de leurs petits-enfants qui viennent les embrasser, il y a une part d'irresponsabilité. Mais ce n'est pas à l'État de les enfermer, c'est à elles, aux personnes en situation de vulnérabilité en fonction de leur âge et de leur comorbidité, eh bien, effectivement, d'avoir le minimum de relations étroites avec les autres, de porter un masque absolument de façon permanente. Mais je pense que là, il y a une responsabilité personnelle. Et je vois mal comment la société va pouvoir trouver une solution extérieure à elle-même qui ne respecte pas leur autonomie. Cette période de confinement, elle va durer jusqu'au 1er décembre. Qu'est-ce qui pourrait se passer ensuite? Qu'est-ce que vous aimeriez voir adopter comme décision, professeur Sicard? Moi, je suis ni un devin, ni un gouvernant. Je pense qu'il faut attendre chaque jour. Je pense que 1er décembre me paraîtra un peu court. J'imagine plutôt vers le 15 décembre. J'espère qu'il y aura quand même un relâchement au moment de Noël, mais pour qu'il y ait un relâchement, il faut vraiment une descente considérable des chiffres. Donc, l'utilisation plus intelligente des tests rapides, plus intelligente des présences de virus dans l'eau, font d'avoir une stratégie qui est un peu innovante. Et on a les possibilités, dans les prochaines semaines, de les avoir. Est-ce que l'on en sait plus sur l'origine du virus, professeur Sicard? On a évoqué très récemment, la semaine dernière, une mutation du virus dans un élevage de visons. Et plusieurs élevages de visons avec une obligation, ou en tout cas une décision prise par des pays où ces visons étaient particulièrement nombreux, de liquider la totalité de ces élevages. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je crois que c'est une nouvelle aussi intéressante que le vaccin. Aussi intéressante parce que le vaccin, il va répondre au SRAS, à la Covid-19. L'origine animale, elle va répondre au futur, dans les prochaines années. Cette annonce stupéfiante qu'au Danemark, 17 millions de visons étaient élevés, leader mondial de la production de visons, huile de vison, fourrure, etc. Alors, première information, c'est complètement absurde au moment de la biodiversité. Et c'est vraiment le type même de concentration animale dont il faut arrêter définitivement le fait. Pourquoi? Mais parce que quand vous avez une concentration d'animaux, eh bien, quand il y a un virus, vous mettez une allumette dans un puits de pétrole. Exactement comme vous avez 1 million de poulets ou 10 millions de poulets. Et les Chinois, concentrant leurs porcs, ont eu en 2019 200 millions de porcs atteints par le rouget du porc, qui heureusement n'est pas passé à l'homme, mais ça a décimé le cheptel porcin. Donc notre habitude actuelle de transformer l'élevage en industrie alimentaire est une folie sur le plan infectieux. Qu'est-ce qui s'est passé au Danemark? Au Danemark, 17 millions de visons sont soignés par des éleveurs de visons qui étaient porteurs du coronavirus comme tout le monde. Alors, passant les plats, les touchant, les prenant dans leurs bras, et ils ont contaminé les visons. C'est quand même la première fois que, au fond, les humains contaminent les animaux. Ce qui est passionnant, c'est que les visons ont été contaminés, mais ils ont muté le virus qu'ils avaient reçu de l'homme. Et ils ont retransmis à l'homme un virus un peu différent. D'ailleurs, ce qui pose un problème, c'est que si c'était cette nouvelle souche vaccinale danoise qui se répandait, l'essai Pfizer serait mis à l'eau. Donc, prudence absolue. Mais qu'est-ce que ça pose comme nouvelle question? Ça montre que ce virus est capable de franchir non seulement la barrière d'espèce, mais de passer de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal. Revenons à la Chine. Le SRAS-1, en 2003, à Canton, on accuse la civette, petit rongeur, et on détruit les civettes. Alors qu'on s'est aperçu qu'en fait, la chauve-souris, c'était elle qui avait contaminé les civettes. Au fond, la banque des coronavirus
c'est les chauves-souris. Au début du XXIe siècle, au Moyen-Orient, on a un coronavirus qui atteint les porcs. Et les porcs vont contaminer l'homme. Et donc, la chauve-souris, le porc, l'homme. Même toujours au Moyen-Orient, coronavirus atteint les chameaux et l'homme. Donc, chauve-souris, chameau, homme. Chine, Wuhan. Chauve-souris en quantité considérable, avec des pangolins dans un marché immonde, avec des milliers de chauves-souris vivantes qui excrètent, qui urinent, et qui font un nuage d'aérosol viral. Et il nous manque l'espèce qui a pu éventuellement être l'intermédiaire, le chaînon manquant entre la chauve-souris et l'homme. Et donc, on ne l'a pas trouvé, on a été le pangolin, mais le pangolin, on n'a pas réussi à l'identifier. Et alors, l'idée que au Danemark, ce sont les visons, peut faire penser que depuis quelques années, il y a un élevage intensif d'animaux de fourrure en Chine, qui sont les raccoon dogs, qui sont une espèce de ratons laveurs, mais qui ressemblent plutôt à des chiens, mais qui ne sont pas des chiens, mais qui ont une très jolie fourrure. Et les élevages intensifs de ces animaux. Donc, quand j'ai vu ça pour le Danemark, je me suis dit, c'est pas impossible que peut-être une espèce animale qui ressemble un peu à un rongeur, qui est un animal très séduisant, avec un museau et une fourrure très très douce, avec ces élevages, là encore, à la Chine, c'est-à-dire des élevages industriels complètement ahurissants sur le plan sanitaire, peut-être on peut jouer un rôle de transmetteur. On ne peut pas accuser, j'en ai aucune preuve, c'est pas moi qui travaille sur ces raccoon dogs, mais il faut trouver l'espèce animale qui a été le chaînon manquant. L'autre hypothèse, mais qui a été pensée, c'était un accident de laboratoire. Ça paraît vraiment très peu vraisemblable, d'abord parce que le SRAS, le MERS, le Nipah, les 3 coronavirus sont arrivés par la transmission d'animal à l'homme sans que le laboratoire soit en cause. On imagine mal qu'un laboratoire qui travaillerait sur des cellules humaines et infectées ne prenne pas des précautions. C'est des scénarios qui sont toujours possibles, mais à mon sens, qui n'ont absolument pas la moindre début de preuve. En revanche, on peut imaginer que ce coronavirus aurait muté, comme on a pu le voir, alors qu'on pensait que le coronavirus était très stable, mais quand il passe d'une espèce à une autre, quand on passe de l'homme au vison, le virus mute quand il revient à l'homme. Et donc on pourrait imaginer, peut-être, que lorsqu'il est passé à l'homme de façon absolument indistincte, et que ce coronavirus était présent de façon saprofite, qu'il n'avait pas de caractère pathogène, peut-être qu'à un certain moment, une souche virale a muté et a trouvé la clé pour être capable d'agresser les cellules pulmonaires. Tout ça, ce sont des hypothèses, mais il faudra travailler là-dessus. Et ce qui me frappe, c'est qu'autant on met des milliards de dollars sur le vaccin, des milliards de dollars sur les traitements, des milliards de dollars sur l'économie en perdition, et on met très très peu d'argent sur la transmission entre les virus chez les animaux et chez les hommes. Au fond, comme si ce qu'on appelle maintenant le One Health, c'est-à-dire que la santé animale et la santé humaine sont tellement intriquées, tellement liées, que si on veut affronter le futur avec intelligence, c'est en essayant de comprendre comment un virus peut passer d'une espèce à une autre, comment il peut ne pas passer, pourquoi telle immunité les protège. Et je pense que le vison, dans sa capacité de recevoir un virus et de le renvoyer à l'homme différemment, est une nouvelle donnée absolument passionnante et qui devrait nous ouvrir sur un horizon complètement nouveau de la santé animale et de la santé humaine. Alors donc, on a bien compris que la première conséquence, selon vous, professeur Sicard, ce serait de réglementer ou d'observer différemment ces élevages animaux. Y en a-t-il d'autres? Qu'est-ce que l'on pourrait, à ce stade évidemment, on ne sait pas précisément de quoi il s'agit, mais quelles sont les différentes hypothèses que vous pourriez faire? Le problème, c'est que le commerce d'animaux sauvages, il flambe depuis 5 ou 6 ans. Il flambe. Et il flambe dans un pays en particulier qui est la Chine. La Chine capture tout ce qu'il y a comme animaux sauvages en Afrique et
les retravaillent, les élèvent. Il y a une espèce de fringale étonnante en Chine de consommation d'animaux sauvages vivants, qui est interdit par tous les traités internationaux, mais qui pèse un prix considérable en Chine, on l'estime à peu près à 70 milliards de dollars, mais qui est très difficile à arrêter parce que c'est un marché souterrain. Et dans un pays quand même réglementé, totalitaire comme la Chine, la liberté de se nourrir, la liberté de pouvoir avoir des animaux reste très grande. Et que si un gouvernement commençait à réglementer de façon excessive le commerce des animaux sauvages en Chine, je pense qu'à ce moment-là, il y aurait sinon des révoltes, mais une protestation. Au fond, la Chine a dévasté il n'y a plus de tigres au Laos. Il y en avait encore il y a quelques années parce que un train TGV qui franchit la forêt primaire. Au fond, les Chinois ont une relation aux animaux vivants exotiques très, très spécifique dans le monde. C'est pas la même chose que, je sais pas, les Américains, les Européens ou même les Africains. La présence de la Chine en Afrique a véritablement drainé tous les animaux sauvages. On l'a vu, les rhinocéros ont disparu. C'est pas les Européens qui ont fait disparaître ni les Africains qui ont fait disparaître les rhinocéros, parce que leur corne était un produit aphrodisiaque, pharmaceutique en Chine. Donc il y a une espèce de culture de l'appropriation d'animaux sauvages vivants. Et il y a eu un rapport récent, qui a d'ailleurs été publié par un journal, je crois Le Figaro, il y a 2 jours, par un groupe international d'études sur les animaux sauvages vivants, et la biodiversité, qui sonne vraiment la sonnette d'alarme, parce que cette vision infiniment simpliste en disant « oui, ben, les animaux, c'est peut-être secondaire », c'est aussi grave que l'héroïne, c'est aussi grave que la drogue. Et en termes d'épidémie, c'est probablement celle qui serait la plus grande menace pour l'humanité. Et s'il n'y a pas un sursaut réglementaire, mais un sursaut qui soit de nature très contraignante, et même pour nos pays, je pense que si on fait des élevages gigantesques de tel ou tel canard au nom de l'économie industrielle, eh bien, je trouve qu'on joue avec le feu. Ça n'a aucune importance d'avoir un petit élevage. Mais avoir, par exemple, la ferme des 1000 vaches, comme j'avais entendu parler il y a quelques années, est une absurdité sur le plan, non pas économique, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, mais c'est une absurdité quand une maladie existe sur une vache, elle est diffusée à l'ensemble des 1000 vaches. Je trouve qu'il y a une espèce d'ignorance et de désinvolture par rapport à la capacité humaine de comprendre que les maladies, elles se diffusent. Pourquoi est-ce qu'au XXIe siècle, on a ces épidémies ? On a ces épidémies parce qu'il y a une concentration d'animaux sauvages vivants dans un pays ahurissante en termes de nombre. Que ça arrive dans les grandes villes, 12 millions d'habitants, concentration humaine, avec des problèmes de transport aérien, ferroviaire extrêmement rapides. On a toutes les conditions permanentes pour que les virus, on leur offre un paradis sur Terre. On leur offre une capacité de diffusion qui n'a jamais existé ailleurs. Et le rôle des chauves-souris, parce que vous disiez tout à l'heure, les chauves-souris hébergent les coronavirus. Alors, apparemment pas quels, mais est-ce que ce sont les réservoirs originaux ? Oui. Est-ce que l'on comprend bien ce mécanisme qui fait que... Les chauves-souris ont une écologie très particulière, extrêmement nombreuses, peut-être 20 ou 30% de l'ensemble des mammifères. On parle de plusieurs milliers d'espèces. Et elles ont établi avec les coronavirus un gentleman agreement depuis des siècles. Et les coronavirus aiment bien les chauves-souris, mais n'arrivent pas à les agresser. Et au fond, le but d'un virus, c'est en même temps pas forcément de détruire son hôte, mais de vivre en bonne entente avec lui. Et ces chauves-souris, qui vivent très longtemps, 30, 35 ans, ont un système immunitaire, peut-être lié à leur capacité de vol, qui les protège contre les coronavirus. Mais quand elles sont en situation de détresse dans un marché, elles toussent, elles crachent, elles urinent, et donc elles envoient les coronavirus qui, elles, ne les touchent pas, elles sont parfaitement saines, on peut les manger, mais elles envoient des aérosols viraux, et on peut imaginer que si dans l'espace qui les entoure, il y a d'autres espèces animales qui, comme les visons,
au Danemark sont sensibles et reçoivent ces aérosols viraux, eux-mêmes mutent à l'intérieur, le virus mute à l'intérieur de ces animaux et renvoie à l'humain un virus un peu différent qui ne serait incapable de passer directement de la chauve-souris à l'homme. Est-ce qu'il y a d'autres espèces? Parce que vous parliez de la ferme des 1000 vaches. On voit bien qu'on a dans nos contrées des élevages qui sont des élevages industriels. Est-ce que ce que l'on risque, c'est par exemple un nouvel épisode, je ne sais pas, de peste porcine, par exemple? Vous l'évoquiez. Sûrement. La peste porcine, elle est une menace permanente. Elle peut arriver. Bon, l'avantage, c'est qu'elle ne tue que les porcs et pas les humains. Mais on pourrait imaginer. Justement, est-ce qu'on peut imaginer une zoonose, autrement dit? Mais évidemment. Il y a même pas. C'est même pas une. C'est une certitude. C'est pas une question. Et si vous voulez, je voyais il y a quelques jours qu'on commençait à accuser ces pauvres oiseaux sauvages. Migrateurs en disant c'est scandaleux, il faut quand même les tirer parce qu'ils vont être malades, on les retrouve sur les plages, vous vous rendez compte comment ils vont infecter nos élevages. Évidemment, mais si on a 100 000 canards sur 200 mètres carrés, 1 million de poulets, évidemment que cet oiseau migrateur qui va jeter un peu de virus va mettre le feu. Le problème, c'est d'avoir des élevages raisonnables pour que on n'ait pas le sentiment que ces oiseaux migrateurs vont être des oiseaux de malheur. Au fond, il faut qu'on s'habitue désormais à considérer que la gent animale doit être respectée dans ses capacités naturelles de ne pas les concentrer de façon telle qu'on crée les conditions d'une épidémie à venir. Et je pense qu'on n'est même pas dans des hypothèses, on est dans des certitudes que nos conditions de concentration animale, concentration urbaine et transport vont permettre à des virus qui sont tranquillement en train d'attendre leur moment, leur destin, et vont nous... Et le vaccin sera toujours une réponse merveilleuse, mais une réponse un petit peu comme les carabiniers dans Aïda, c'est-à-dire ils arrivent trop tard, quoi. Allons, mais le problème c'est d'arriver à anticiper. Et c'est pour ça que les vétérinaires sont des professionnels très importants. Il faudrait que la médecine et les vétérinaires s'associent dans ce domaine, pas forcément dans le domaine du cancer, mais pour travailler ensemble. Mais alors, pourquoi la Chine, puisque vous évoquez la circulation des animaux sauvages, des marchés d'animaux sauvages en Chine, pourquoi la Chine n'en prend-elle pas conscience puisque... Elle en prend conscience, mais elle est extrêmement embarrassée. D'abord, elle n'a pas tellement envie qu'on découvre le poteau rose, qu'on découvre l'arme du crime, parce qu'ils auraient l'impression que leur responsabilité, au fond, de désinvolture soit remise en question. Et qu'ils ne supportent pas que les équipes internationales travaillent là-dessus. Il y a quand même un élément, c'est que le 2 janvier 2020, le marché a été nettoyé en catastrophe en quelques heures. C'est-à-dire qu'ils savaient très très bien qu'il ne fallait surtout pas qu'on puisse apporter la preuve. Alors, dans n'importe quel pays, il y aurait eu des prélèvements pour savoir un petit peu comment procéder. Là, il y a eu une espèce de... On fait disparaître éventuellement les éléments. Mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile pour les Chinois. Il y a une loi, et les Chinois ont pris une loi d'interdiction du commerce des animaux sauvages, et il n'a jamais été aussi florissant. Ce n'est pas parce qu'une loi existe que, forcément, matériellement, elle est efficace. Mais vous mettez aussi en garde, professeur Sicard, les élevages. Donc, alors, on le voit aussi bien de visons que d'autres animaux chez nous, dans nos contrées, doivent également soulever le même type de vigilance. Absolument, absolument. Et je crois qu'il faut désormais penser que l'élevage industriel est une menace infectieuse et que, quelles que soient les précautions, on ne peut jamais écarter qu'un agent viral extérieur peut rentrer dans cette... Et que le vison danois, à mon avis, est la meilleure nouvelle qu'on ait pu entendre depuis plusieurs mois, en dehors du vaccin. Mais je dirais qu'entre l'aval du vaccin et l'amont de la chauve-souris et du vison danois, je pense qu'on commence à comprendre le puzzle. Est-ce que ça veut dire que la
prise de conscience chez les politiques en matière de politique sanitaire? Parce qu'on a évoqué toutes sortes de choses, du masque au vaccin, mais ça, par contre, c'est quelque chose qui... Et oui, mais comment voulez-vous qu'on dise à la Chine qu'il faut interdire ces élevages éventuellement d'animaux à fourrure? Dans l'hypothèse, ils nous diront, mêlez-vous de ce qui vous regarde. C'est pas seulement ce que vous dites aussi la ferme des 1000 vaches et Oui, tous mais les modèles... absolument, c'est de considérer que l'économie d'élevage est une économie qui, pour être rentable, ne doit pas forcément se le faire au détriment de la santé des humains. Et que c'est pour ça que je pense que les vétérinaires ne sont pas suffisamment présents, pas suffisamment entendus, pas forcément aussi respectés, reliés, alors que c'est une profession très savante, qui connaît beaucoup de choses et que nous ignorons. On pense toujours que la santé humaine, elle est très différente de la santé animale. Au fond, nous sommes une espèce vivante, avec une proximité dont on devrait découvrir justement les éléments inquiétants.